Chers frères, chères sœurs, l'ère de vérité est arrivée. Le temps est arrivé de dire à l'humanité ce qu'on ne lui a jamais dit, de lui montrer le chemin à suivre définitivement. Depuis les temps immémoriaux, les hommes ont toujours navigué entre l'état d'animalité, dans lequel ils s'illustrent par la sauvagerie, la barbarie, la déraison, et l'état de surhumanité, dans lequel ils se croient l'égal de Dieu, en établissant des lois et des règles contre nature, pour créer une hiérarchie dans la société, et aussi, tels des Deus ex machina, en inventant des objets censés apporter des solutions à leurs problèmes, alors qu'en réalité, ces inventions ne font qu'accentuer leur mal-être. L'état intermédiaire dans lequel les hommes honorent leur humanité n'est qu'une brève et rare éclaircie qui illumine sporadiquement leur chemin. Chers frères et sœurs ici réunis et ceux qui nous regardent ou nous écoutent, où que vous soyez, chacun d'entre nous sait comment ce monde est fait. La dualité étant le moteur de la vie, nous avons d'un côté le bien, de l'autre le mal, la santé et la maladie, le bonheur et le malheur, la réussite et l'échec, la richesse et la pauvreté, la puissance et la faiblesse, la justice et l'injustice, l'égalité et l'inégalité, la liberté et la servitude, la paix et la guerre, la connaissance et l'ignorance, le vrai et le faux. Et j'en passe. Certes, je sais qu'il y a des hommes à travers le monde qui n'ont pas conscience de ce principe. Mais le commun des mortels sait reconnaître une injustice, une privation de liberté, une inégalité. Même dans des pays dits sous-développés, où le taux d'analphabétisme est élevé, les peuples sont conscients de leurs problèmes et de ce qui les cause. Ils sont pauvres économiquement, mais pas humainement. Moi, M, qui suis devant vous aujourd'hui, je viens d'un de ces pays-là et connais toutes les réalités inhérentes au sous-développement. Mais je ne suis pas venu ici pour vous parler de ces réalités que vous ne connaissez que trop bien. Je vais d'abord et avant tout commencer par détruire les faussetés qui ont été et sont toujours proférées à propos de mon continent, l'Afrique et de son peuple, le peuple noir, pour rétablir la vérité. En effet, l'Occident, au moins de tous les outils de domination en sa possession dans la science, la littérature, la politique et la religion, a fait croire au reste de l'humanité que les Noirs sont des êtres inférieurs, plus proches du singe que de l'homme. Plusieurs penseurs blancs, appelés pour certains philosophes des Lumières, ont contribué activement à la consolidation de cette ineptie. Montesquieu, par exemple, dans son très vénéré « L'esprit de loi » écrivit, je le cite, « On ne peut se mettre dans l'idée que Dieu, qui est un être sage, ait mis une âme, surtout une âme bonne, dans un corps tout noir. Quand je vois qu'il y a des noirs, des institutions, des avenues en Afrique qui portent ce nom, j'ai juste envie de vomir. Mais il n'y a pas que Montesquieu à avoir écrit des horreurs sur les Noirs. Un autre penseur occidental, et pas des moindres, David Hume, philosophe de son état, avait pendu ceci dans son ouvrage sur les caractères nationaux. Je suspecte les nègres et en général les autres espèces humaines d'être naturellement inférieurs à la race blanche. Il n'y a jamais eu de nation civilisée d'une autre couleur que la couleur blanche, ni d'individu illustre par ses actions ou par sa capacité de réflexion. Il n'y a chez eux ni engins manufacturés, ni art, ni science. On n'a jamais découvert chez eux le moindre signe d'intelligence. Et ce n'est pas tout. Un autre philosophe, dans la même période, correspondant au siècle dit des Lumières, je mets le mot lumière entre guillemets, car les principes et idéaux que ces intellectuels prônaient
était exclusivement pour le bien-être de leurs concitoyens dans leur continent et des esclavagistes blancs dispersés au-delà des mers. Ils, ces soi-disant humanistes, n'ont jamais souhaité émettre leur chère lumière à d'autres peuples. A osé écrire ceci. Écoutez bien, frères et sœurs. Et quand je dis frères et sœurs, c'est bien entendu à tout le monde, sans distinction aucune, que je m'adresse. Car ce genre de pensée, émise par une éminence intellectuelle, leader d'opinion, ne porte pas que préjudice aux nègres, mais aussi aux blancs, en particulier, et au reste de l'humanité, parce qu'elles pervertissent leur jugeote et emplissent leur cerveau de pensifs. Je le cite. Ce penseur qu'on fait étudier aux jeunes noirs dans les lycées d'Afrique, le considérant même comme un maître à penser. Les Noirs d'Afrique n'ont reçu de la nature aucun sentiment qui s'élève au-dessus de la niaiserie. Ils sont si bavards qu'il faut les séparer et les disperser à coups de bâton. L'auteur de cette insanité n'est autre qu'Emmanuel Kant. Oui, je vous vois tous ahuris, estomaqués, mais c'est bien lui. C'est ce qu'il pensait des Noirs. Et à cette époque, ils sont très nombreux à avoir eu cette opinion des nègres, de Friedrich Hegel à Voltaire, en passant par Ernest Renan, Georges Cuvier, Rudyard Kipling, Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, que certains considèrent comme un grand humaniste, Gobineau, Bossuet, Victor Hugo, pour qui, je le cite, « L'Afrique n'a pas d'histoire », Jules Ferry, et j'en passe. La liste est longue et, hélas, demeure ouverte, car bien que ces intellectuels soient tous morts, leurs écrits leur ont survécu et continuent à être lus par leurs semblables, qui, les considérant comme des modèles intellectuels à suivre, voire à singer, adoptent naïvement leurs sordides pensées à propos de l'homme noir. J'en prends pour preuve Nicolas Sarkozy, un ancien président de la France, qui déclara lors d'un discours en Afrique, au Sénégal, devant des Noirs, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Dites-moi, n'est-ce pas parce qu'il a été influencé dans ses années d'étudiant par ces lumineux philosophes? Et bêtes que nous sommes, nous les Africains, à proprement parler une certaine catégorie d'Africains, la plupart des chefs d'État en l'occurrence, c'est le même Sarkozy qu'on invitait sur le continent en lui payant des centaines de milliers d'euros pour venir participer à d'infructueux forums économiques sur le développement de l'Afrique. Quelle honte! Et cet art, le racisme, que je pourrais aussi tout simplement appeler ignorance, gangrène toutes les couches de la société occidentale. Ce ne sont pas les exemples illustrant cet état des choses qui manquent. Dans la même époque, Guerlain, un parfumeur français, parlant de son expérience lorsqu'il élabora un parfum, déclara ceci. « Je me suis mis à travailler comme un nègre. » Avant d'ajouter, « Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé. » Un autre encore, dont je ne prendrai même pas la peine de citer le nom, qui pourtant passa la majeure partie de sa carrière de footballeur dans des équipes remplies de noirs, avec lesquelles il remporta moult victoires, une fois devenu entraîneur, dit à propos du joueur typique africain qu'il est moins cher à l'achat, prêt au combat et puissant sur le terrain. Mais que le foot n'est pas que ça, et qu'il faut aussi de la technique, de l'intelligence, de la discipline, sous-entendant que les Noirs en sont dépourvus. Et ajouta qu'il faut aussi des Nordiques, c'est-à-dire des locodermes, qui selon lui ont une bonne mentalité. Mesdames et messieurs, chers amis, je ne tente pas ici de vous bourrer le crâne de choses qui se sont dites il y a des décennies ou des siècles de cela. J'en vois déjà qui sont en train de se dire que c'est un passé lointain, que ces hommes avaient écrit ou dit cela par rapport au contexte de l'époque, et que de toute façon l'esclavage a été aboli. Il y a longtemps que les Noirs sont libres, émancipés, indépendants, égaux à d'autres peuples. Et ils se disent aussi que le monde a bien changé, et que nous, les Noirs, ne devons plus regarder en arrière en faisant l'inventaire de toutes les mauvaises choses
que l'homme blanc nous a faites, dites ou écrites sur nous, qu'on doit cesser de nous apitoyer sur notre sort en sanglotant sempiternellement, l'accusant d'être à l'origine de tous nos malheurs, comme l'avait exposé l'écrivain congolais Alain Mabankou dans son bien nommé essai « Le sanglot de l'homme noir ». Soit, loin de moi toute velléité révisionniste ni vindicative. Si j'ai cité ces penseurs, c'est tout simplement parce que leur voix résonne encore de nos jours et, hélas, ne résonne pas la majorité de leurs descendants qui continuent à se considérer comme étant la race supérieure. La race pure qui ne doit jamais se mélanger à d'autres qu'ils trouvent inférieurs, voire impurs. Souvenons-nous de ce qu'avait déclaré la députée française Nadine Morano. Je ne vais pas gaspiller ma salive ici en réitérant ces sordides propos. Pour ceux qui ne le savent pas, allez sur Internet. Les archives sont toujours là. En plein milieu du XXIe siècle, nous voyons encore des partis politiques nazis, xénophobes et racistes qui exposent sans équivoque et librement leur opinion sur la suprématie de la race blanche. Le fascisme qu'on espérait voir disparaître ensemble avec Adolf Hitler, lui a survécu. Il a le vent en poupe en Occident. Bref, trop de mensonges, de faussetés, de théories saugrenues ont été débités contre le peuple noir. C'est un grand complot mondial ourdi contre nous pour nous maintenir dans la pauvreté tant économique que spirituelle. Le noir n'a aucune intelligence, le noir n'a encore rien inventé, le noir est laid, sale, pu, le noir est méchant, c'est un sauvage, le noir est un singe, le noir est ceci, le noir est cela, noir, c'est noir, il n'y aura jamais d'espoir. C'est encore d'actualité toutes ces phrases. Alors qu'aussi loin que remonte la mémoire collective de l'humanité, le tout premier foyer sur Terre où la présence de l'homme s'est manifestée, c'est en Afrique. Est-ce un noir qui a affirmé que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Hein? Répondez-moi, cher frère. Non, c'est un blanc. Vous l'avez dit, c'est un blanc. Le premier humain, jusqu'à preuve du contraire, a vu le jour en Afrique. Et la première civilisation, la plus grande, matrice de toutes les autres, vient aussi de là, de l'Égypte pharaonique, donc de l'Afrique. L'Égypte antique, l'authentique, l'originelle, pas celle que nous connaissons de nos jours, était noire. Mais ces mêmes intellectuels, ceux dont je viens de vous parler, et quelques anthropologues de tous bords ont créé une science appelée égyptologie pour pervertir cette vérité, la grimer, la falsifier, la dénégrifier pour, sinon la caucasifier, du moins en exclure la substance négroïde en la rapprochant, l'orientant malignement vers le peuple locolerme. Parmi ces égyptologues, il y en a qui, bien souvent malgré eux, ont eu l'honnêteté intellectuelle de reconnaître et d'avouer cette vérité, mais leurs travaux sont relégués au second plan, car ils présentent une image reluisante des nègres qui, à cette époque-là, étaient très avancés, plus que tout autre peuple au monde, et de loin. Plusieurs livres d'histoire ayant pignon sur rue ne contiennent que des faussetés à ce propos, car ils sont écrits par les vainqueurs, les plus forts, ceux qui détiennent le pouvoir maintenant, les Occidentaux. Ceux, grâce à un spectaculaire renversement de situation, les faibles d'antan, les Blancs, ayant pris le dessus sur les forts, les Noirs. Ce sont ces livres que les Africains lisent et se laissent convaincre que les habitants de l'Égypte pharaonique étaient des Blancs à peau noire, alors qu'ils venaient tout droit du cœur même de l'Afrique. Chers amis, les Noirs ont bel et bien une histoire. Ils ont fait bien plus qu'y entrer. Ils ont fait l'histoire. Je vous conseille tous de lire ou d'écouter les historiens noirs tels que le Sénégalais Cheikh Anta Diop, le Congolais Théophile Obenga et Lasconi Nissimbe, le Béninois Rekmire Kovi ou le Guadeloupéen Nusere Kalala Omotunde et bien d'autres.
Vous découvrirez plusieurs vérités sur le peuple noir qui vont vous ouvrir les yeux. Cela est très important, car nous devons d'abord nous réapproprier notre vraie histoire avant de prétendre à une réelle émancipation, une indépendance totale qui nous mèneront vers l'excellence, vers l'émergence tant annoncée, bref, au développement. Mes frères, chaque peuple sur terre a originellement sa culture, sa religion, ses valeurs ancestrales intrinsèques. Le peuple noir a aussi les siennes, mais hélas, au contact d'autres peuples envahisseurs, elles ont perdu leur quintessence ou ont purement et simplement disparu. Les Européens et les Arabo-musulmans ayant conquis nos terres nous ont fait croire par la ruse et la force que ces valeurs n'étaient pas bonnes, que nos croyances religieuses n'étaient que du fétichisme d'obédience satanique. Nos us et coutumes étaient inhumains, barbares, sauvages, qu'il fallait s'en débarrasser pour adopter les leurs afin d'accéder au paradis après la mort. Car leur religion est la meilleure et le vrai Dieu, le seul capable de résoudre tous les problèmes des hommes sur terre, est aussi le leur. Tout cela, ajouté à tant d'autres supercheries, a eu pour corollaire à long terme la perte de notre identité et surtout l'affaiblissement sociopolitique et économique de nos puissants royaumes. En abandonnant nos systèmes de croyances authentiques qu'ils ont nommés animisme, chamanisme ou fétichisme, pour aller croire en leur Dieu, nous avons sans le savoir signé notre arrêt de mort. Le christianisme et l'islam, qui sont les deux religions majeures en Afrique noire, ne sont pas foncièrement des religions du peuple noir. Elles appartiennent aux peuples qui leur ont donné naissance. Par la violence, ces peuples, plus forts militairement, ont pu convertir les Noirs d'Afrique, créant de facto une division entre les nègres qui se disent chrétiens et ceux qui se considèrent musulmans. Ces clivages, chers amis, nous pourrissent la vie jusqu'à maintenant, et ce n'est pas près de s'arrêter. Les Noirs se font des guerres fratricides inutiles, voire picrocolines, juste parce que les uns sont fans de Jésus, dont d'ailleurs l'existence n'a jamais été corroborée par aucun historien contemporain, et les autres de Mahomet. Deux personnages, certes, avec un message respectable à quelques égards, mais géographiquement et culturellement très éloignés d'eux, alors qu'ils, ces Noirs, ignorent royalement leurs propres prophètes noirs qui ont été systématiquement ou assassinés ou emprisonnés par les leaders de ces mêmes religions venues d'ailleurs. Vous me contredirez si je me trompe. Force est de constater que ces deux religions dont les Noirs sont les plus fervents défenseurs n'ont jamais apporté objectivement, matériellement, un bien-être à l'Afrique noire de manière collective. Répondez-moi s'il vous plaît. Qu'est-ce que les églises et les mosquées ont concrètement apporté à l'homme noir qu'ils n'avaient pas avant l'arrivée du christianisme et de l'islam sur les terres africaines? Ce qu'on lui enseigne dans ces édifices, l'homme noir le savait et le pratiquait déjà. Certes différemment, mais c'était tout aussi valable, car c'était basé sur le même principe que dans toutes les religions que les hommes ont créées sur terre. La foi en un être supérieur régissant la vie sur terre. En ce qui nous concerne, nous les Noirs, cet être supérieur, c'est Nzambiampungu. Je ne suis pas en train de dénigrer ces religions, qu'on se comprenne bien. Ce que j'affirme ici, c'est qu'elles ne sont pas faites pour le peuple noir et que, d'ailleurs, aucune espèce de Saint-Esprit n'a guidé les évangélistes, les missionnaires, ou je ne sais comment les appeler, qui en réalité n'étaient que des mercenaires au service de leur patrie, pour venir convertir les populations noires. C'est par la force et la ruse qu'ils ont pu détruire nos divinités et tuer nos prophètes, parmi lesquels, dans le royaume Congo, Kimpanvita, que les colons portugais, sous l'égide de l'Église, ont brûlé vive sur un bûcher. Mais sa mémoire reste vive dans l'esprit des Congolais. Le prophète Kimbangu, emprisonné pendant 30 ans par l'administration coloniale belge, est mort en captivité. Son héritage culturel est pérennisé par les kimbanguistes. Machua, persécuté par les Français, est mort dans des circonstances suspectes en tôle.
Sa pensée vit toujours grâce au machuanisme. Toko, malmené par les Belges et les Portugais, nous a légué le tokoïsme. Nous avons beaucoup de grands initiés noirs. Il y en a dans chaque région d'Afrique noire. Nous devons les glorifier nuit et jour. C'est à eux et à nos ancêtres, avec lesquels nous partageons les mêmes égrégores, que nous devons nous adresser si nous voulons voir nos prières se réaliser, car ils nous ressemblent, et nous sommes les maillons d'une même chaîne. Nous devons retrouver nos racines spirituelles. Tournons-nous tous, et c'est valable pour l'humanité tout entière, vers l'Égypte pharaonique, afin d'atteindre à nouveau l'harmonie entre nous à travers la Maat. La Maat est un principe divin dans l'Égypte pharaonique qui assurait l'ordre, la justice, la paix, l'harmonie entre les hommes, l'équilibre cosmique du monde, le triomphe de la vérité. À la place de la démocratie, nous devons plutôt viser la maaticratie. Voilà la voie à suivre.